J'ai vendu ma start-up pour 9,3 millions de dollars. Mon mari n'a même pas scié. Il a dit, appelle ta sœur. Dis à tes parents que tu as tout perdu. Voyons qui ils sont vraiment quand il n'y a pas d'argent à poursuivre. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Ce qui s'est passé quelques jours plus tard a prouvé qu'il avait vu ma famille plus clairement que je ne l'avais jamais fait. Je m'appelle Olivia Carter. J'ai 34 ans. Et 3 jours avant que ma vie ne se divise nettement en un avant et un après, j'ai signé les papiers qui vendaient ma start-up pour 9,3 millions de dollars. Sur le papier, cela aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie. Cela aurait dû être une revanche pour chaque nuit blanche, chaque rejet d'investisseurs, chaque crise de panique silencieuse que je cachais derrière une présentation soignée, chaque vacance que j'ai sautée, chaque relation que j'ai négligée. Et chaque année que j'ai passée à parier sur moi-même pendant que les gens autour de moi se demandaient quand j'allais enfin devenir sérieuse et choisir une vie plus sûre. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, fixant mon téléphone, tandis que les félicitations affluaient de la part de personnes qui avaient à peine pris de mes nouvelles pendant les années où je me noyais dans le stress. Les messages semblaient chaleureux, mais je ne connaissais que trop bien la musique. Dans ma famille, la célébration avait une façon de se transformer en attente. Les bonnes nouvelles ne restaient jamais longtemps les miennes. Elles devenaient propriété commune, puis un levier, puis une obligation déguisée en amour. Avant même que quiconque ait tous les détails, des demandes ont commencé à arriver, formulées dans un langage doux et prudent. Un message faisait allusion à un problème de trésorerie à court terme. Un autre mentionnait un paiement retardé qui était soudainement devenu urgent. Quelqu'un a lancé l'idée que c'était peut-être le moment idéal pour aider la famille à enfin respirer. Je n'ai même pas eu besoin de tous les ouvrir pour savoir où ils voulaient en venir. C'est à ce moment-là que mon mari m'a regardé de l'autre côté de la pièce avec une expression calme que je n'ai pleinement comprise que plus tard. Il ne m'a pas félicité à nouveau. Il ne m'a pas demandé ce que je voulais acheter ou où nous devrions voyager. Il a dit, appelle-les et dis-leur que tu as tout perdu. J'ai d'abord ri parce que l'idée semblait brutale, presque théâtrale, mais il n'a pas souri. Il a dit, voyons qui ils sont quand il n'y a plus d'argent à poursuivre. Et parce qu'une partie cachée de moi était fatiguée de prétendre ne pas remarquer ce qui avait toujours été vrai, je l'ai écouté. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et je me suis lancé dans un mensonge si simple qu'il aurait dû s'effondrer immédiatement. Au lieu de cela, il a exposé des années de vérité en moins d'une semaine. En quelques jours, les personnes que j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à secourir m'ont montré exactement ce que j'avais vraiment signifié pour elles. Pas une fille, pas une sœur, pas quelqu'un à aimer quand la vie devenait difficile, juste la personne en qui ils avaient confiance pour faire disparaître les difficultés avec un virement bancaire et une conscience coupable. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première personne que j'ai appelée fut ma sœur. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute au début parce que même alors, un réflexe en moi voulait encore la protéger de la pire version d'elle-même. C'est l'étrangeté du conditionnement familial. Même quand vous savez de quoi quelqu'un est capable, une partie de vous continue de retoucher la réalité pour préserver l'image que vous voudriez être vraie. Je me tenais près de la porte vitrée menant au patio, téléphone à la main, regardant mon propre reflet une seconde avant de composer le numéro. Quand elle a répondu, sa voix était légère, enjouée, sans méfiance. Sa voix était celle de quelqu'un qui s'attend à une bonne nouvelle, peut-être même une nouvelle profitable. Je lui ai dit que je devais lui parler et que c'était sérieux. Son ton a changé instantanément, et pendant une brève seconde, j'ai entendu ce que j'avais voulu entendre depuis le début. De l'inquiétude. Une véritable inquiétude. Ou du moins une bonne imitation. Je lui ai dit que l'accord avait échoué dans les dernières étapes. Que ce que je pensais assurer mon avenir s'était transformé en désastre. Qu'après les impôts, les pénalités, les retombées juridiques et les frais de nettoyage, il ne restait rien qui vaille la peine d'être mentionné. J'ai laissé le silence s'installer après l'avoir dit. Je voulais lui laisser l'espace de venir vers moi, de me demander si j'allais bien, de me demander si elle devait venir, de demander quoi que ce soit qui suggère que j'existais en tant que personne à ce moment-là, non comme une catégorie financière. Elle a eu le souffle coupé. Elle a dit, oh mon Dieu, Olivia, tu es sérieuse. Puis est venue la pause.
Une longue et silencieuse pause qui aurait semblé compatissante à quiconque ne la connaissait pas. Mais je connaissais cette pause. Cela signifiait qu'elle recalculait. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix avait changé d'une manière si subtile que des années plus tôt, je l'aurais ignorée. Elle a demandé ce que cela signifiait pour l'aide dont j'avais promis de parler. Pas de l'aide pour moi, de l'aide de ma part. Je n'ai pas répondu, alors elle a comblé le silence comme le font souvent les gens qui pensent que tout leur est dû lorsqu'ils sentent une résistance. Ricanement, elle a commencé à expliquer à quel point les choses avaient été stressantes de son côté. Les frais de scolarité étaient dus. Les heures de son mari avaient été réduites. Le coût de la rénovation avait largement dépassé ce qu'ils attendaient. Elle a dit qu'elle avait compté sur ma vente pour enfin donner à tout le monde un peu de répit. Tout le monde, pas moi. Tout le monde. Puis elle m'a rappelé toutes les fois où j'avais toujours été là pour eux. Comme si ma générosité passée avait créé une dette permanente que je devais à la famille pour toujours. Je pouvais sentir la vieille culpabilité essayer de monter en moi par pure mémoire musculaire. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être parce que je savais que c'était un test. Peut-être parce que l'entendre réagir à ma ruine en passant en revue ses propres besoins rendait le schéma impossible à excuser. Je lui ai dit qu'il ne me restait rien. Elle est redevenue silencieuse, mais maintenant il y avait de la frustration sous le silence. Puis elle a dit, « Tu ne peux pas être complètement fauchée. Il doit bien y avoir quelque chose. Tu es trop intelligente pour tout perdre. » Cela semblait flatteur en surface, mais ce n'était pas de la foi en moi. C'était une résistance à la contrariété. Elle ne voulait pas que j'aille bien. Elle voulait que je sois encore utile. Quand j'ai répété qu'il ne me restait rien à donner, sa sympathie s'est effondrée presque instantanément. Elle m'a dit que j'aurais dû être plus prudente. Elle m'a dit que c'était un timing terrible parce que des gens avaient déjà fait des plans. Des plans autour d'un argent qui ne leur avait jamais appartenu. À la fin de cet appel, quelque chose en moi a cessé de chercher des excuses. J'ai réalisé que j'avais passé des années à confondre la proximité avec la loyauté, l'histoire avec l'amour, et la dépendance avec le lien émotionnel. L'appel a duré moins de 10 minutes, mais il a réécrit des décennies de ma compréhension en temps réel. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents ensemble. Mon mari était assis en face de moi à la table de la salle à manger avec une tasse dans les mains, me regardant de cette manière calme et d'une clarté irritante qui me faisait me sentir à la fois protégé et exposé. Je ne voulais pas qu'il ait raison à propos de ma famille, car s'il avait raison, cela signifiait que j'avais construit toute ma vie émotionnelle autour d'un mensonge que j'avais contribué à maintenir. J'ai composé le numéro quand même. Ma mère a répondu la première, chaleureuse et familière, utilisant le ton exact qui m'avait réconforté depuis l'enfance. Elle m'a demandé si j'avais dormi, si je prenais soin de moi, si j'avais enfin arrêté de travailler assez longtemps pour respirer après la vente. Une seconde plus tard, mon père a rejoint l'appel. Sa voix était mesurée, pratique, contrôlée. Même maintenant, des décennies après le début de l'âge adulte, cette voix pouvait encore faire qu'une partie de moi se sente comme si j'avais 12 ans. Je leur ai dit ce que j'avais répété. J'ai dit que la Corse s'était effondrée d'une manière que je n'avais pas vu venir. J'ai dit que le nettoyage m'avait vidé. J'ai dit que j'avais été trop gêné pour le dire à qui que ce soit jusqu'à maintenant, mais qu'il n'y avait pas d'argent. Les 9,3 millions de dollars dont ils avaient entendu parler auraient aussi bien pu ne jamais exister. Pendant quelques secondes après que je l'ai dit, personne n'a parlé. Ma mère a expiré comme si je lui avais coupé le souffle. Mon père a demandé ce qui s'était passé exactement. Il semblait vif mais pas encore égoïste. Ma mère a demandé si j'étais en sécurité, s'il y avait des problèmes juridiques, si quelqu'un me poursuivait. J'ai presque détesté la rapidité avec laquelle ce petit peu d'inquiétude a desserré quelque chose dans ma poitrine. Cela m'a fait réaliser le peu de soin que je m'étais habitué à attendre. Puis est venu le changement. Pas assez brusque pour paraître diabolique, juste assez doux pour être familier. Mon père a demandé ce que cela signifiait pour les impôts fonciers avec lesquels j'avais dit que je pourrais probablement aider après la vente. Ma mère a mentionné des factures médicales qu'elle avait supposé que je couvrirais une fois les choses réglées. Puis mon père a révélé, sur le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour discuter de la météo, qu'ils avaient déjà structuré certaines décisions autour de mon soutien attendu. Il avait co-signé une partie d'un prêt de rénovation lié à la famille de ma sœur parce qu'il supposait que j'interviendrais si les paiements devenaient serrés.
Ma mère avait rassuré des parents que la famille s'en sortirait bien parce que j'étais enfin en position de soutenir tout le monde pendant la période difficile. Je leur ai demandé lentement pourquoi ils s'engageraient envers d'autres personnes en utilisant de l'argent qui n'avait jamais été le leur. Mon père a semblé offensé par la question elle-même. Il a dit que c'est ce que les familles font quand elles se font confiance. Il a dit que j'avais toujours parlé de vouloir la sécurité pour tout le monde. Il a dit que mon succès avait ouvert des portes à toute la famille, que cela me plaise ou non. Cette phrase m'a frappé plus durement que les autres parce qu'elle a dépouillé la performance. Je pouvais soudainement voir le schéma de ma vie avec une clarté douloureuse. Le jour où j'ai gagné une bourse et mon père a dit à des parents, moitié en plaisantant, moitié fier, que j'étais le plan de retraite de la famille. La fois où j'ai eu ma première vraie prime et ma mère, les yeux brillants, a dit à quel point elle était soulagée que la vie puisse enfin devenir plus facile pour nous tous. Les innombrables moments où j'ai été louée pour être généreuse, mature, fiable, ancrée, pour réaliser des années plus tard que chaque compliment avait une fonction. Je n'avais pas été aimé pour qui j'étais. J'avais été récompensé pour l'utilité que j'étais prête à offrir. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas les aider, ni maintenant, ni plus tard, avec rien, leur inquiétude a changé de forme. La voix de ma mère s'est affaiblie de panique. Elle a dit, mais nous l'avons déjà dit aux gens. Mon père a dit, tu ne peux pas nous laisser tomber après que tout le monde est planifié en fonction de toi. Planifié en fonction de moi, comme si j'étais une infrastructure, comme si j'étais un revenu, comme si je n'étais pas une personne qui pourrait se fatiguer, changer ou s'effondrer. J'ai attendu que l'un d'eux revienne en arrière et me demande comment je tenais le coup, si j'avais besoin de quelque chose, si je voulais de la compagnie, si j'avais honte ou peur ou si j'étais insensible. Ce n'est jamais venu. Au lieu de cela, ils ont commencé à discuter de délais, d'obligations, de réputation et des alternatives qui pourraient exister si je ne pouvais vraiment plus fournir ce qu'ils attendaient. J'ai raccroché, me sentant plus froide qu'après l'appel avec ma sœur, parce que l'entendre de la part de mes parents confirmait que cela n'avait jamais été le défaut d'une seule personne. C'était une conception familiale. Mon mari a laissé le silence s'installer un moment avant de demander doucement, « Penses-tu toujours que c'est de l'amour ?» J'ai regardé la table, mes propres mains, la vie que j'avais construite en traînant tout le monde derrière moi, et pour la première fois, j'ai répondu honnêtement. Je pense que c'est du contrôle avec de meilleures manières. 2 jours plus tard, ils ont demandé à me rencontrer en personne. Cela seul m'en a dit plus qu'ils ne le voulaient, car personne n'avait eu un besoin urgent de me voir quand ils pensaient que j'avais réussi. Personne n'avait insisté pour un dîner lorsque l'accord a été conclu. Personne ne s'était présenté avec des fleurs ou de la fierté ou de la curiosité sur ce qu'il avait fallu pour construire l'entreprise en premier lieu. Mais maintenant qu'ils croyaient que l'argent était parti, soudainement ils avaient besoin d'une conversation familiale en face à face. J'ai accepté. Mais j'ai fixé le rendez-vous chez moi. Pas dans un café où l'inquiétude pouvait être jouée en public. Pas dans un restaurant où tout le monde pouvait se cacher derrière les menus et les conversations futiles. Ma maison. Celle dont j'avais fait la compte toute seule. Celle où j'avais organisé leurs anniversaires, leurs dîners de fête, leurs discussions de crise, leurs semaines de convalescence, et tous les rassemblements où je jouais la fille qui a réussi, la sœur stable, la pourvoyeuse fiable. Avant, ricanement, leur arrivée, j'ai imprimé 6 ans de relevés financiers. Chaque virement, chaque chèque, chaque paiement de frais de scolarité, chaque prêt d'urgence, chaque réparation de voiture, chaque sauvetage d'assurance, chaque comblement d'hypothèque, chaque facture médicale que j'ai discrètement couverte. Chaque faveur temporaire qui devenait permanente au moment où je disais oui. Je les ai étalés sur la table de la salle à manger d'abord, puis je les ai rassemblés dans des dossiers. J'ai refait le total parce que je pensais avoir fait une erreur la première fois. Ce n'était pas le cas. Le chiffre était stupéfiant, mais le total n'était même pas la partie qui m'a le plus frappé. C'était la fréquence, le rythme de l'extraction. J'avais à peine passé quelques mois au fil des ans sans que quelqu'un ait un besoin urgent de ma part. Leur dépendance n'était pas aléatoire. Elle était intégrée à la structure de nos relations. Quand ils sont arrivés, mon mari a ouvert la porte et les a laissés entrer sans cérémonie. Ma mère est entrée la première, l'air fragile, comme si elle avait répété le chagrin pendant le trajet. Mon père avait l'air impatient, prêt à contrôler la conversation. Ma sœur avait l'air tendue, comme le sont les gens qui sont à la fois anxieux et secrètement convaincus qu'ils peuvent encore diriger le résultat. Nous nous sommes assis dans le salon. Pas de boisson, pas de collation, pas d'adoucissement.
Je leur ai demandé directement ce qu'ils attendaient de moi si j'avais vraiment tout perdu. Ma mère a dit que la famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. Mon père a dit que tout le monde devrait s'adapter, mais que nous devions penser de manière pratique. Ma sœur a dit, d'une voix qui essayait de paraître raisonnable, que j'avais toujours plus de potentiel de revenus que le reste d'entre eux et que je me remettrais probablement plus vite. Donc, la chose intelligente à faire était de continuer à contribuer là où je le pouvais. Je me souviens l'avoir regardé et avoir ressenti non pas de l'indignation au début, mais une clarté profonde hélas. Même dans mon prétendu effondrement, j'étais encore considéré comme la solution la plus disponible. J'ai demandé si l'un d'eux avait envisagé de m'aider. Un endroit pour respirer, du temps pour me remettre, un soutien émotionnel sans une facture cachée à l'intérieur. Ma sœur a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas la question. Mon père a dit que le soutien émotionnel comptait, bien sûr, mais que les problèmes d'argent étaient réels. Ma mère s'est mise à pleurer, mais chaque phrase qu'elle prononçait en pleurant revenait d'une manière ou d'une autre aux factures, aux engagements, aux apparences et aux parents à qui on avait dit de ne pas s'inquiéter parce que je m'occuperais des choses. C'est à ce moment-là que j'ai posé les dossiers sur la table. Au début, ils n'ont pas compris ce qu'ils regardaient. Puis mon père a ouvert le premier et a vu page après page de relevés datés. Virement après virement, année après année. Les lignes de mémo racontant l'histoire qu'il voulait toujours que j'oublie. Urgence dentaire, déficit de frais de scolarité, réparation de la maison, rattrapage de cartes de crédit, revers commercial, sauvetage de bail, découvert de vacances, soutien discret, besoin familial. Ma mère a arrêté de pleurer assez longtemps pour regarder fixement. Le visage de ma sœur a changé en premier, se crispant de colère avant que la gêne ne puisse pleinement s'installer. Mon père a essayé de reprendre le contrôle en disant « Les familles ne tiennent pas les comptes ». Je lui ai dit que je n'avais pas tenu les comptes quand je croyais être aimé librement. J'ai commencé à garder des registres quand j'ai réalisé que l'amour dans cette famille n'était plus facile d'accès que lorsque je le finançais. Ma voix est restée calme, ce qui les a déstabilisés plus que des cris ne l'auraient fait. Je leur ai dit que les papiers n'étaient pas là pour leur faire honte. Ils étaient là pour arrêter le plus vieux tour de notre famille, celui où l'histoire est réécrite à la seconde où je dis non. Pour la première fois depuis des années, chaque dollar était visible, chaque sauvetage nommé, chaque fardeau remis à la lumière où personne ne pouvait l'appeler une générosité coulant naturellement dans une famille heureuse. La pièce a changé après ça. Non pas parce que quelqu'un a compris, mais parce que les preuves avaient rendu le déni plus coûteux. Ce qui a suivi n'était pas une conversation. C'était un effondrement. Ma sœur a été la première à devenir ouvertement agressive. Elle a repoussé le dossier comme s'il la dégoûtait et a dit que seule une personne amère utilise l'aide passée comme une arme pour justifier l'abandon de sa famille. Elle a dit que j'humiliais tout le monde pour éviter mes responsabilités. Mon père est intervenu juste après elle en utilisant ce ton calme et raisonnable qu'il avait toujours fait paraître juste aux yeux des gens qui ne le connaissaient pas de près. Il a dit que les registres ne prouvaient rien, sauf que j'avais eu la chance de pouvoir aider et que garder une documentation du soutien familial était froid, transactionnel et irrespectueux. Ce mot, transactionnel, m'a presque fait rire parce qu'il avait défini chaque interaction majeure que nous avions eue depuis des années. Je lui ai demandé ce qu'il pensait exactement que notre relation avait été, si ce n'est transactionnel. Était-ce du soutien émotionnel quand il s'est moqué de ma première entreprise et l'a qualifié de projet parallèle glorifié? Était-ce du soutien quand il a dit aux parents que mon mari devrait se préparer à l'instabilité parce que les femmes comme moi poursuivaient l'ego au lieu de la sécurité? Était-ce du soutien quand ma mère m'a demandé de quitter mon propre lit de convalescence après une opération parce que ma sœur avait besoin d'aide pour la garde des enfants plus urgemment que je n'avais besoin de repos? Chaque ricanement, question que je posais enlevait une autre couche de la performance. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle en pleurant plus fort. Elle a dit que j'étais épuisé, blessé, que je ne pensais pas clairement. Elle a dit que l'argent m'avait changé. Ma sœur a lancé que mon mari m'avait rempli la tête de poison et m'avait monté contre les gens qui avaient toujours été là. Mon mari, qui était resté silencieux tout ce temps, a finalement parlé. Sa ricanement, voix était calme, presque douce, ce qui a rendu ce qu'il a dit encore plus percutant. Il a dit que personne ne m'avait monté contre eux. Il avait simplement observé le schéma plus clairement que moi parce qu'il m'aimait sans avoir besoin de quelque chose de moi. Il a dit qu'il avait vu comment chaque succès devenait une propriété familiale. Comment chaque fête se transformait en une discussion de financement. Comment chaque limite que j'essayais de fixer était traitée comme de la cruauté.
Mon père s'est levé si brusquement que la table basse a tremblé. Il a pointé mon mari du doigt et a dit, « Les étrangers n'ont pas à définir la famille. » Mon mari a croisé son regard et a répondu. Alors la famille aurait dû agir comme une famille avant que j'aie à dire quoi que ce soit. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper. Ma sœur a changé de tactique immédiatement. Elle s'est mise à pleurer, puis à supplier, puis à accuser. Elle a dit que je choisissais un homme plutôt que le sang. Elle a dit que les gens en ligne aimaient parler de limites parce qu'ils ne comprenaient pas la vraie famille. Elle a dit que j'étais cruel de punir tout le monde pendant une période difficile. Je lui ai posé une question. Si j'avais vraiment tout perdu, si j'avais appelé pour demander à emménager, fauché et épuisé et incapable d'aider qui que ce soit, m'aurait-elle accueilli sans ressentiment? Elle n'a pas répondu. Son visage m'a tout dit avant même son silence. Alors j'ai répondu pour elle. J'ai dit qu'elle n'aurait pas vu une sœur en crise. Elle aurait vu un problème sans retour sur investissement. Ça a fait mal. Ma mère avait l'air stupéfaite. Mon père avait l'air furieux. Ma sœur avait l'air exposée. Et c'est à ce moment précis que je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que la vente avait eu lieu. Je leur ai dit que l'argent était réel. Je leur ai dit que je n'avais pas tout perdu. J'avais menti parce que j'avais besoin de savoir si l'amour dans cette famille pouvait survivre à la suppression de l'accès financier. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Ma mère avait l'air de pouvoir s'évanouir. L'expression de mon père a changé 2 fois en 2 secondes. D'abord l'indignation, puis le calcul. Ma sœur me regardait fixement comme si le sol avait disparu sous elle. Je leur ai dit que ce n'était pas une farce. C'était un test et qu'il l'avait échoué presque immédiatement. J'ai dit que j'avais besoin de savoir qui me verrait encore comme humaine quand je n'aurais rien de pratique à offrir. J'avais besoin de savoir si la fille qu'il louait et la sœur sur laquelle il s'appuyait existaient réellement en dehors de mon utilité. Maintenant, je savais. Mon père a qualifié le test de manipulateur. Ma mère a dit que j'étais allé trop loin. Ma sœur a exigé de savoir comment j'avais pu faire quelque chose d'aussi cruel à des gens qui m'aimaient. C'est là que j'ai dit que le mensonge n'était pas la partie la plus cruelle. La partie la plus cruelle était la rapidité avec laquelle ils avaient transformé ma ruine imaginaire en un inconvénient pour eux-mêmes. Je leur ai dit qu'il n'y aurait plus de sauvetages automatiques, plus de paiement d'urgence, plus de pression douce déguisée en devoir familial. Je leur ai dit que l'aide permanente prenait fin maintenant. Chaque virement mensuel, chaque coussin discret, chaque plan de secours qu'ils avaient construit autour de mon travail et de mon argent, terminé. C'est à ce moment-là que la panique a percé leur colère. Ils ont tous commencé à parler en même temps, mais la panique sonne différemment de l'inquiétude. Elle est plus brute, moins polie, plus révélatrice. Et dans ces minutes chaotiques, j'ai entendu la vérité plus clairement que jamais au cours des années précédentes. Ils ne sont pas partis avec grâce, car la grâce appartient aux personnes capables de réflexion, et la réflexion était la seule chose qu'aucun d'eux ne semblait disposé à risquer. Au lieu de cela, ils ont parcouru toutes les tactiques qui m'avaient maintenu en place pendant des années. Ma mère a pleuré si fort que tout son corps tremblait et a dit qu'un stress comme celui-ci détruirait sa santé. Mon père a essayé l'autorité, me disant qu'aucune fille décente ne déshonore sa famille pour des sentiments blessés et des malentendus. Ma sœur est allée plus bas que les 2 autres. Elle a dit qu'elle espérait que mon argent me tiendrait chaud quand je n'aurais plus personne. Elle a dit que le succès m'avait rendue arrogante, dure et égoïste. Puis elle a fait l'erreur qui a tué toute la douceur qui vivait encore en moi. Elle a mentionné ses enfants. Elle a dit, si j'arrête d'aider, leurs vies en souffriront, et s'ils perdent leur stabilité, ce sang sera sur mes mains. Elle utilisait ses propres enfants comme un levier, comme une garantie émotionnelle dans une négociation qu'elle pensait encore pouvoir gagner. Mon ancien moi aurait cédé juste là. Mon ancien moi se serait précipité pour séparer des enfants innocents des conséquences des adultes et aurait fini par payer la facture de toute façon. Mais une fois que la structure devient visible, on ne peut plus l'ignorer. Je lui ai dit que les enfants n'étaient pas des otages et que je ne lui permettrais pas d'utiliser la maternité comme un bouclier pour ses droits acquis. J'ai dit à mes parents que leur panique n'avait rien à voir avec le fait de me perdre émotionnellement. Elle, et ricanement, avait tout à voir avec la perte de l'accès à la personne qui rendait leur choix moins coûteux. Je leur ai dit à tous les 3 que j'avais passé des années à confondre la culpabilité avec la loyauté, le sauvetage avec l'amour, l'utilité avec l'identité. Cela s'est terminé aujourd'hui.
Mon mari s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte. Le geste était petit, presque poli, mais il a complètement changé la pièce. Une sortie, une limite, un refus physique de laisser le vieux cycle continuer. Mon père a regardé cette porte ouverte et a compris, peut-être pour la première fois, que ce n'était pas une scène émotionnelle de plus qu'il pouvait attendre jusqu'à ce que je m'adoucisse. C'était structurel, final, à moins que quelque chose de fondamental ne change. Il a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Il a dit, si je voulais de la distance, d'accord. Mais les actifs et les obligations de la famille devraient être revus parce que les choses étaient plus compliquées que je ne le comprenais. Il pensait que le langage juridique me ramènerait à l'obéissance par la peur. Ce ne fut pas le cas. Je lui ai rappelé que de nombreux actifs dont il s'inquiétait n'étaient restés stables que grâce à l'argent que j'avais fourni. La propriété en cours de rénovation, le problème fiscal que j'avais discrètement couvert 2 fois auparavant, les cycles de dette cachés derrière des phrases polies comme déficit et période de transition. Je lui ai dit que s'il voulait discuter de paperasse, de responsabilité et de registre, j'étais tout à fait prête. Mon équipe financière avait déjà commencé à examiner chaque accord écrit, chaque virement qualifié de temporaire, chaque obligation que j'avais été contrainte de soutenir. Ce fut le premier moment où la vraie peur a traversé son visage sans déguisement. Ma sœur est devenue pâle. Ma mère a arrêté de pleurer assez longtemps pour le regarder en quête de secours, mais il n'en avait aucun à offrir. Ils sont partis dans une tempête de colère, d'accusations et d'orgueil blessé. Mais sous tout cela, il y avait la terreur. Une vraie terreur. Et une fois qu'ils sont partis, je ne les ai pas poursuivis. Je ne me suis pas remise en question. Je n'ai envoyé de message à personne pour adoucir ce qui s'était passé. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait ce que des années de peur m'avaient empêché de faire. J'ai annulé chaque virement permanent. Je me suis retiré de 2 obligations partagées sur lesquelles mon père avait insisté qu'elles étaient des formalités temporaires. J'ai changé les accès au compte, mis à jour mes documents de succession, je les ai informés par écrit que les futures demandes financières ne recevraient pas de réponse, et j'ai tout documenté. J'ai aussi pris les devants sur le récit familial. Avant qu'ils ne puissent dire aux parents que j'étais devenu instable ou cruel, j'ai calmement dit à la famille élargie que je prenais mes distances parce que des violations répétées des limites financières avaient rendu la relation malsaine. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction négative est venue. J'ai été qualifié de froide, manipulé par mon mari, corrompu par l'argent, trop fier, trop dur, trop occidental, trop sensible. Mais les insultes ont moins de pouvoir lorsqu'elles ne sont plus liées à un accès. Et bien assez tôt, la réalité a commencé à les rattraper d'une manière que les accusations ne pouvaient arrêter. La rénovation de la 2e propriété a été interrompue. Les entrepreneurs ont cessé de se présenter lorsque les acomptes ont manqué. Le problème fiscal que mon père minimisait sans cesse est devenu urgent. Le foyer de ma sœur, qui avait flotté pendant des années sur la confiance et les suppositions, a commencé à se fissurer. En 10 jours, elle m'a envoyé 2 SMS, puis 6, puis a commencé à appeler depuis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé chaque appel sonner. Pour la première fois de ma vie d'adulte, l'urgence de quelqu'un d'autre ne m'était pas automatiquement assignée. Ce silence m'a semblé étrange au début, puis sacré. 3 semaines après les avoir coupés de ma vie, j'ai appris ce qui se passe lorsqu'un système familial entier a été construit autour de la volonté d'une seule personne d'absorber les chocs. Une fois que le tampon disparaît, les faiblesses cachées cessent de se cacher. Les dettes ne s'évanouissent pas. La panique ne reste pas privée. Et les personnes qui parlaient autrefois avec assurance doivent soudainement faire face au poids total des choix qu'elles ont faits en supposant que quelqu'un d'autre en porterait les conséquences. Le mari de ma sœur s'était endetté plus qu'il ne pouvait raisonnablement le gérer parce qu'il supposait que l'argent de ma vente aiderait éventuellement à le consolider, à l'adoucir ou à effacer le pire avant que quiconque n'ait à payer le vrai prix. Sans ce filet de sécurité, ils ont manqué 2 paiements liés au projet de rénovation qu'ils avaient étendu de manière trop agressive. Un créancier a gelé les décaissements. L'entrepreneur a déposé un avis. Leur vie polie et soignée a commencé à s'effilocher en public. Ces réseaux sociaux, autrefois pleins d'échantillons de cuisine filtrée, de photos d'écoles souriantes, de légendes inspirantes sur la loyauté familiale et d'un calme domestique soigneusement mis en scène, sont devenus silencieux presque du jour au lendemain. Même le silence semblait révélateur, comme si la performance avait finalement manqué d'éclairage. Mon père m'a appelé 2 fois depuis des numéros masqués.
J'ai laissé les deux aller sur la messagerie vocale et les ai supprimés sans les écouter. Puis une tante à qui je parlais à peine m'a contacté pour prendre de mes nouvelles, ce qui dans ma famille signifiait généralement que quelqu'un avait envoyé un éclaireur pour tester si je m'adoucissais. Je suis resté poli, je n'ai rien révélé et j'ai mis fin à l'appel avant que l'inquiétude ne se transforme en persuasion. Ma mère a finalement envoyé un long message tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle ne dormait pas. Elle a dit que la maison semblait lourde, comme si chaque pièce portait une tension. Elle a admis, dans ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté que j'avais entendue de sa part depuis des années, qu'elle avait dit des choses aux gens par fierté et qu'elle ne savait plus comment expliquer pourquoi les plans s'effondraient. Elle a dit que les parents commençaient à poser des questions. Ricanement, elle a dit que les gens qui avaient autrefois loué la bonne fortune de la famille chuchotaient maintenant, et qu'elle sentait l'embarras s'installer sur tout comme de la poussière. Un instant, en le lisant, j'ai senti la vieille douleur bouger dans ma poitrine. Pas de la culpabilité exactement, plutôt le deuil de la version d'une mère que j'avais toujours voulu avoir. Le genre de mère qui aurait tendu la main non pas parce que les murs se refermaient, mais parce que sa fille pouvait aussi souffrir. Le genre de mère qui aurait choisi l'honnêteté avant que l'humiliation ne la lui arrache. Mais même ce message, une fois que je l'ai lu 2 fois, revenait au même vieux schéma. Il se terminait par une demande douce déguisée en vulnérabilité. Elle a écrit que si je pouvais juste les aider à traverser cette seule saison instable, tout le monde pourrait se calmer et reconstruire. Reconstruire quoi? Je me suis demandé. La confiance, la responsabilité, ou le vieil arrangement où mon épuisement finançait leur confort et mon silence préservait leur image de soi. Reconstruire la même maison d'attente mais avec des mots plus gentils et des voix plus tremblantes. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai continué à construire autre chose avec l'énergie que je passais autrefois à gérer les dégâts. J'ai recommencé à rencontrer des fondateurs, mais cette fois non pas comme une femme implorant la confiance. Je suis revenue en tant qu'investisseuse. J'ai rejoint un réseau de fondatrices, j'ai encadré 2 entrepreneuses en phase de démarrage et j'ai financé des bourses pour des fondateurs issus de familles à faible revenu parce que je voulais que mon argent crée l'indépendance, et non approfondisse la manipulation. Je voulais qu'il ouvre des portes, pas qu'il me garde piégé dans de vieilles pièces. Mon mari et moi avons pris un week-end sans que je passe la moitié du temps à gérer les urgences familiales déguisées en amour. J'ai mieux dormi. J'ai plus ri. J'ai commencé à remarquer à quel point une maison peut être calme quand personne n'y pénètre avec des exigences. La paix n'est pas arrivée comme une révélation spectaculaire. Elle est venue tranquillement, par petites permissions. Un café qui restait chaud parce qu'aucune crise n'interrompait le petit déjeuner. Des soirées sans angoisse quand mon téléphone s'allumait. Le soulagement étrange de réaliser que je pouvais être généreuse sans être disponible pour l'exploitation. Le soulagement encore plus étrange de savoir que je n'avais plus à mériter l'affection en résolvant des problèmes que personne n'aurait dû me confier au départ. Puis est venu le message qui, autrefois, m'aurait ramené directement dans le cycle. C'était de ma sœur. Pas un texto désinvolte, un paragraphe assez long pour suggérer l'effondrement. Assez court pour éviter une pleine responsabilité. En pièces jointes, une photo de mes parents assis à leur table de salle à manger, entourés de papier. Ils avaient l'air plus vieux que je ne les avais jamais vus, plus petits aussi. Les épaules de mon père étaient courbées. Le visage de ma mère semblait usé d'une manière qui m'a fait marquer une pause. Les papiers étaient étalés partout et même à travers l'écran, je pouvais dire que ce n'était plus du théâtre. Quelque chose de réel s'était brisé. La légende disait, c'est allé trop loin. Papa pourrait devoir vendre la propriété. Maman s'effondre. Je sais que nous avons eu tort. S'il te plaît, rencontre-moi. Sans exigence, sans mensonge, juste une fois. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Non pas parce que la culpabilité avait pris le dessus comme elle l'aurait fait autrefois, mais parce que je voyais enfin le schéma de l'extérieur. Pendant des années, mon rôle avait été simple. Secourir d'abord, ressentir plus tard, résoudre d'abord, faire le deuil plus tard. Transférer l'argent, aplanir le conflit, porter le fardeau, puis me dire que l'amour était censé être coûteux. Maintenant, leur crise était réelle. Leurs conséquences étaient réelles. Leur peur était réelle. Peut-être même que leur regret était réel. Mais le regret n'est pas la réparation. La panique n'est pas la transformation. Les conséquences peuvent rendre les gens humbles, mais elles peuvent aussi simplement les rendre désespérés.
Le désespoir peut beaucoup ressembler à la sincérité quand vous êtes la personne dont ils ont besoin. Ricanement, j'avais appris cette leçon trop bien pour l'ignorer. Maintenant, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé de l'autre côté de la pièce mon mari. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne l'avait jamais fait. C'est ainsi, plus que toute autre chose, que j'ai appris la différence entre l'amour et le contrôle. Le contrôle vous coince, vous met la pression, et appelle cela de la loyauté. L'amour vous donne l'espace de voir clairement et de décider librement. L'amour ne se précipite pas dans la pièce en apportant la honte, la dette et le chantage émotionnel, pour ensuite vous demander de confondre la reddition avec la compassion. Je n'ai toujours pas décidé si je la rencontrerai. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Mais je sais ceci avec une certitude absolue. Si je m'assois un jour de nouveau en face de ma famille, ce ne sera pas en tant que la fille qui paie pour maintenir la paix. Ce ne sera pas en tant que la sœur qui confond le sacrifice avec la connexion. Ce ne sera pas en tant que la femme qu'ils ont formée à se sentir coupable chaque fois qu'elle se choisissait. Si je les rencontre à nouveau, ce sera en tant que la femme qui a finalement appris qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimée. Et une fois que cette leçon se durcit en vérité, on arrête de distribuer des morceaux de soi-même juste parce que quelqu'un partage votre sang.